peu de temps après que les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires conjointes contre l'Iran, ciblant des milliers de sites à travers le pays, avec des bombardements et des frappes de missiles incessants, le régime iranien a réagi. Ils ont effectivement fermé le détroit d'Ormuz, menaçant d'attaquer tout navire tentant de passer d'un côté à l'autre. Et depuis, ils ont mis leurs menaces à exécution. En incendiant plusieurs pétroliers et en posant des mines dans l'eau, ils ont transformé un passage autrefois sûr en un véritable piège mortel. En conséquence, le trafic dans le détroit a chuté de façon vertigineuse, diminuant de 95%. Seule une petite fraction des navires est désormais autorisée à passer. Les prix du pétrole ont ensuite grimpé partout dans le monde. Des continents entiers sont au bord d'une grave crise économique et les dirigeants mondiaux s'efforcent de trouver une solution. Sur le papier, la réponse semble assez simple. Les États-Unis sont la nation la plus puissante de la planète, occupant chaque année une des premières places du classement Global Firepower des puissances militaires. Sa force navale est sans égale. Elle possède pas moins de 11 porte-avions et des centaines de navires de guerre, tous soutenus par des milliers d'avions parmi les meilleurs au monde et des réserves quasi inépuisables de missiles et de bombes. Une force d'une telle taille et d'une telle puissance devrait être capable de conquérir des nations entières avec une relative facilité. Alors pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas simplement prendre le contrôle du détroit d'Ormuz ? Est-ce vraiment si difficile de contrôler une simple voie navigable qui ne fait que 21 miles de large à son point le plus étroit ? Eh bien, pour l'Amérique et ses alliés, c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Et la réponse se cache dans la géographie. Entre le golfe Persique et le golfe d'Oman se trouve le détroit d'Ormuz. Il relie le golfe Persique à la mer d'Arabie et à l'océan Indien au-delà. L'Iran est situé au nord, avec Oman et les Émirats arabes unis au sud. Cette étendue d'eau ne semble pas si importante sur une carte, mais parfois les plus petits endroits peuvent avoir la plus grande importance. C'est l'un des passages les plus importants de la planète, exerçant une influence énorme sur l'économie mondiale. C'est parce que c'est littéralement le seul moyen pour le pétrole de quitter le golfe Persique par la mer. Et c'est l'une des régions les plus riches en pétrole de la planète. Beaucoup de pays ici figurent parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde, dont 5 des 10 premiers, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Irak et le Koweït. Ensemble, ces nations produisent près de 30 millions de barils de pétrole chaque jour. Alors qu'une partie de ce pétrole est acheminée vers sa destination par des oléoducs, une grande partie doit voyager par voie maritime. Il doit traverser le détroit d'Ormuz pour atteindre les nombreux pays qui en dépendent. Un impressionnant 20% du pétrole mondial ainsi que 20% du gaz naturel liquéfié transitent chaque année par cette seule voie navigable. Ces pays de destination se trouvent partout dans le monde. Des millions de barils sont envoyés en Asie pour approvisionner les principaux centres de fabrication mondiaux. En Europe, il alimente les réseaux électriques des grandes nations. Et en Afrique, des pays entiers dépendent presque exclusivement du pétrole des États du Golfe rien que pour faire rouler leurs véhicules. Même les régions du monde qui n'achètent pas directement et n'utilisent non pas le pétrole du golfe Persique ressentent les effets lorsque le détroit d'Ormuz cesse de fonctionner comme il le devrait. Parce que lorsque 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole est coupé, le prix du pétrole augmente partout dans le monde. Cela crée un effet boule de neige avec une multitude de conséquences en cascade sur le coût de nombreux autres produits. Quand le pétrole devient plus cher, tout devient plus cher, et presque tout le monde en souffre. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz est si incroyablement important. Ce n'est pas simplement un passage maritime, c'est une artère vitale de l'économie mondiale. Certains pensent que la solution la plus évidente serait d'envoyer la marine américaine pour prendre le contrôle. Ils pourraient retirer les mines, dissuader l'agression iranienne et escorter les pétroliers en toute sécurité à travers le détroit. Cela semble tout à fait plausible. La marine américaine compte près d'une douzaine de groupes aéronavals. Elle possède certains des meilleurs navires de guerre et destroyers jamais construits, avec un budget militaire supérieur à celui de dizaines d'autres nations réunies. Elle est plus puissante que l'Iran selon tous les critères mesurables. Comme l'a déclaré récemment le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, nous avons des capacités uniques au monde. Si l'Iran fait quoi que ce soit pour arrêter le flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz, ils seront frappés par les États-Unis d'Amérique 20 fois plus fort.
Fin de citation. Exet et d'autres responsables américains se vantent de l'impact énorme de leurs récentes frappes contre l'Iran. Des bombes et missiles américains valant des milliards de dollars auraient, selon les rapports, réduit en ruine l'infrastructure militaire du pays, laissant au régime iranien pratiquement aucune marine ni force aérienne digne de ce nom. Il semble tout à fait envisageable que les États-Unis puissent déployer leurs navires de guerre de pointe ou leurs sous-marins ultramodernes dans les eaux entourant le détroit d'Ormuz. Ils pourraient établir le contrôle et assurer un passage sécurisé pour les pétroliers, qui ont désespérément besoin de traverser cette zone. Les gros titres et les reportages insistent constamment sur le fait que le détroit d'Ormuz est extrêmement étroit. À certains endroits, il ne fait que 21 miles de large. Mais les véritables voies de navigation qui le traversent sont bien plus étroites. Il n'y a que 2 voies principales que les énormes pétroliers sont légalement autorisés à emprunter pour entrer et sortir du détroit. L'une les emmène du golfe d'Oman vers le golfe Persique, l'autre les ramène dans l'autre sens. Ces voies ne font que 2 miles de large, avec un espace tampon de 2 miles supplémentaires qui les séparent l'une de l'autre. Et les navires sont fortement canalisés à travers ces passages. Ces itinéraires stricts sont d'une importance capitale pour contrôler le trafic dans un espace aussi restreint. Ils préviennent des incidents potentiellement catastrophiques, comme la collision violente de 2 énormes pétroliers. Quand le détroit d'Ormuz fonctionne normalement, pétroliers et cargos suivent des itinéraires très prévisibles et strictement définis pour entrer et sortir de la zone. Et il ne s'agit pas de navires militaires agiles et rapides. Les pétroliers sont colossaux. Les plus grands sont techniquement classés comme des ultra-grands transporteurs de brut. Ils mesurent généralement plus de 1000 pieds de long. Ils sont capables de transporter des millions de barils de pétrole à la fois. Leur taille et leur poids énormes les rendent extrêmement lents et maladroits. Ils voyagent souvent à des vitesses aussi basses que 12 miles à l'heure lorsqu'ils traversent des espaces restreints comme le détroit d'Ormuz. Ce sont des navires gigantesques, non blindés, se déplaçant à une vitesse d'escargot, contraints d'emprunter des voies clairement définies. Cela en fait des cibles incroyablement faciles pour toute force ennemie qui prévoit de leur tendre une embuscade. Surtout une force ennemie disposant de plusieurs kilomètres de côtes surélevées, donnant directement sur ces mêmes voies prévisibles. On pourrait s'attendre à ce qu'une artère aussi vitale soit sous le contrôle strict d'une autorité internationale, une autorité qui contrôle soigneusement les étroites voies de navigation, le trafic maritime, et veille à ce que le détroit reste un lieu de paix et de sécurité. Ce n'est tout simplement pas le cas. D'un point de vue juridique, le détroit relève du droit international. Il est régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Celle-ci stipule que tous les navires et aéronefs bénéficient du droit de passage en transit, qui ne doit pas être entravé, et que les États riverains des détroits ne doivent pas gêner le passage en transit. La Convention permet théoriquement aux navires de toute nation de traverser cette voie navigable sans être perturbés ni gênés. Le problème, c'est que même si le passage est censément protégé par le droit international, les eaux de part et d'autre sont possédées et contrôlées par l'Iran et Oman. Cela donne à ces pays un énorme pouvoir et une grande influence sur le fonctionnement du détroit, en particulier à l'Iran. Ils possèdent des dizaines de kilomètres de côte et plusieurs petites îles disséminées le long de la rive nord du détroit. Ces points d'observation donnent directement sur les eaux, offrant une vue claire et dégagée sur les dizaines de pétroliers sans défense qui traversent la zone chaque jour. Même si l'Iran ne possède pas officiellement le détroit, il est dans la meilleure position possible pour le contrôler. Et ces dernières semaines, l'Iran a pleinement tiré parti de ce fait, de manière dévastatrice. Les États-Unis et Israël ont peut-être décimé les défenses aériennes et les lance-missiles iraniens. Ils n'ont pas complètement anéanti la capacité de l'Iran à se défendre. Les rapports montrent que Téhéran stocke encore des missiles, des drones, de l'artillerie et d'autres armes. Il pourrait utiliser ces armes pour mener des frappes dévastatrices contre les navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz. Et cela nous amène au prochain grand problème lié à l'intervention militaire. Il serait presque impossible pour les États-Unis, même avec des navires de guerre de pointe, de garantir réellement la protection des navires empruntant le détroit. Si l'Iran voulait attaquer ces navires, il pourrait utiliser une large gamme d'armes à courte portée. Des roquettes, des missiles à courte portée et de l'artillerie mobile sur les côtes pourraient leur causer d'immenses dégâts.
Ce ne sont pas les munitions à longue portée que l'Iran a utilisées pour frapper les bases américaines de l'autre côté du golfe Persique. Ces armes mettent plusieurs minutes, voire des heures, pour parcourir des centaines de kilomètres. Ce délai est important. Il donne à la force de défense suffisamment de temps pour identifier la menace à venir. Ils peuvent évacuer les bases, ou lancer des missiles intercepteurs pour limiter les dégâts. Les cibles des armes à courte portée de l'Iran n'ont pas ce luxe. Lorsqu'elles sont lancées depuis une distance aussi proche, ces armes traversent l'eau en quelques secondes. Elles frappent leur cible en un clin d'œil. Cela laisse à l'équipage pratiquement aucun temps pour comprendre ce qui se passe, encore moins pour réagir. Comme le note le colonel retraité de l'armée américaine David de Rochester, il faut détecter, identifier, suivre, puis intercepter un missile, et cela va très, très vite. Même si des navires de guerre américains escortaient activement un pétrolier à travers le détroit, ils auraient énormément de mal à contrer une salve inattendue de missiles iraniens ou de tirs d'artillerie surgissant de la côte. Maintenant, multipliez ce cauchemar par 100. Les États-Unis n'auraient pas seulement quelques pétroliers à défendre. En tant que goulet d'étranglement du commerce pétrolier le plus important au monde, le détroit d'Ormuz est extrêmement fréquenté. Plus de 100 navires y passent chaque jour. Ce ne sont pas des navires militaires dotés de défense aérienne, systèmes de surveillance, tourelles et canons à chaîne. Ce sont de simples navires de transport conçus pour une seule chose, transporter du pétrole ou d'autres marchandises d'un endroit à un autre. Ils n'ont aucun moyen de se défendre et comptent sur une vingtaine de membres d'équipage non armés à bord. Des milliers de vies sont mises en danger chaque jour alors que ces immenses navires tentent de traverser le détroit d'un côté à l'autre. Devoir protéger autant de personnes, escorter autant de pétroliers lents et faire face à autant de menaces simultanées serait une tâche herculéenne. Cela pousserait les États-Unis et tous les alliés qui répondraient à l'appel jusqu'à leur point de rupture. Et cela sans même mentionner l'une des armes les plus efficaces et rentables de l'Iran, les drones. Ces dernières années, l'Iran est devenu l'une des principales nations productrices de drones militaires au monde. Ces drones Shahed ont été largement utilisés par la Russie dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces drones sont remarquablement peu coûteux à fabriquer. Un Shahed 136 typique est estimé à environ 20 000 à 50 000 $ par unité. C'est une simple fraction du coût des missiles intercepteurs, à 1 million de $, souvent utilisés par la marine américaine pour les abattre. Cette logique économique brutale signifie que l'Iran peut les produire en masse et en très grande quantité. Il lance d'énormes essaims, uniquement pour saturer les défenses aériennes ennemies, et infliger de sérieux dégâts. Bien que les spécifications techniques varient selon les modèles, beaucoup de ces drones transportent des ogives importantes, certaines dépassant les 45 kg, voyageant à des vitesses d'environ 185 km à l'heure. Mais ce qui est le plus préoccupant à leur sujet, c'est leur portée. Les drones iraniens peuvent parcourir environ 2500 km. Ils pourraient théoriquement être lancés depuis n'importe où à l'intérieur des frontières de l'Iran et être utilisés pour cibler des navires civils dans le détroit d'Ormuz. Les défenseurs américains pourraient abattre un grand nombre de ces drones, mais il suffit que quelques-uns passent entre les mailles du filet pour causer des dégâts colossaux. Des centaines de millions de dollars de pétrole pourraient partir en fumée. Des pétroliers entiers non blindés pourraient être envoyés par le fond, sombrant dans les profondeurs du détroit. Mais il existe une menace encore plus mortelle. Les responsables américains se vendent souvent du fait que les frappes aériennes américaines ont laissé l'Iran pratiquement sans aucune force navale digne de ce nom. Mais en réalité, Téhéran dispose encore de moyens navals létaux. Cela inclut des navires poseurs de mines, de petites vedettes rapides d'attaque, des mini-sous-marins et même des drones kamikazes maritimes. Tous ces systèmes pourraient être utilisés pour semer le chaos dans le détroit d'Ormuz. L'Iran pourrait utiliser des essaims de petites embarcations pour submerger les défenses physiques d'un navire ou percer directement des trous dans les flancs de pétroliers lents. Même si ces pétroliers étaient escortés par des navires de guerre américains ou que des groupes de porte-avions patrouillaient dans la zone, ils ne seraient toujours pas totalement assurés de traverser le détroit sans être violemment attaqués. L'Iran n'a pas besoin de vaincre les États-Unis dans un affrontement direct à armes égales. Il n'a pas besoin d'une grande armée, de milliers de lance-missiles sophistiqués, de grands navires de guerre ou d'autres équipements impressionnants.
Il lui suffit de rendre le détroit dangereux et risqué à traverser. Il peut le faire avec un ensemble d'outils relativement simples et peu coûteux, des outils qu'il possède encore en abondance. Artillerie et missiles anti-navires tirés depuis des positions côtières proches, sans quasiment aucun préavis. Des radars suivent les navires qui traversent des voies maritimes étroites. Des unités mobiles et des essaims massifs de drones n'attendent qu'à être déployés. Une grande partie du terrain le long de la côte sud de l'Iran est extrêmement accidentée et montagneuse. L'armée iranienne connaît parfaitement la région. Avec l'avantage du terrain, les unités mobiles au sol occupent des positions stratégiques cachées au cœur des montagnes et des vallées. Ils tirent des munitions bon marché puis se déplacent rapidement ailleurs. Même avec des avions de chasse et des hélicoptères dans les airs, l'US Air Force a du mal à localiser ces groupes de guérilla, surtout en devant faire face à des menaces simultanées venant de l'air et de la mer. À ce stade, peu importe vraiment la puissance que les États-Unis déploient. Les pétroliers ne voudront toujours pas traverser le détroit. Ils resteront exposés aux drones à l'horizon, à l'artillerie cachée derrière les falaises côtières ou aux mines mortelles dissimulées sous la surface de l'eau. Les entreprises qui possèdent et exploitent ces navires ne voudront prendre aucun risque de les perdre. Les assureurs habituels de ces entreprises ne seront pas prêts à les couvrir. Ce qui mène au paradoxe ultime du détroit. Techniquement parlant, ce ne sont pas les mines, les missiles ou les menaces physiques qui empêchent les pétroliers de traverser le détroit. C'est l'assurance. Ou, pour être plus exact, l'absence d'assurance. Peu de temps après le début de la guerre, toutes les grandes compagnies d'assurance qui assuraient traditionnellement les pétroliers ont rapidement réduit leurs offres. Beaucoup ont simplement refusé d'assurer tout navire ayant l'intention de traverser le détroit d'Ormuz. C'est précisément pour cette raison que toute idée que les États-Unis prennent le contrôle du détroit est un paradoxe catastrophique sans issue. L'objectif est de contrôler le détroit, pour le garder ouvert et assurer la circulation du pétrole. Mais le fait de le prendre de force conduit inévitablement à sa fermeture. La simple présence de navires militaires américains dans cette région du monde provoque un risque commercial extrême. Il y aurait toujours au moins une menace, même minime, dissuadant les compagnies d'assurance d'offrir la couverture nécessaire. Sans assurance, les grandes compagnies maritimes ne navigueront pas, ne laissant qu'une seule option apocalyptique. La seule façon de vraiment sécuriser le détroit serait que les États-Unis anéantissent complètement la capacité de l'Iran à le menacer. Il faudrait anéantir la majorité de ces systèmes de missiles, puis détruire systématiquement chacun des autres. Il faudrait éliminer toute l'armée de drones. Il faudrait raser toutes les usines de production où ces drones sont fabriqués. Cela nécessite de désarmer des millions de mines sous-marines et de neutraliser complètement toutes les bases navales. Cela signifie éliminer chaque moyen militaire qui pourrait être utilisé pour attaquer le détroit d'Ormuz. Cela nécessite de couper les lignes d'approvisionnement complexes qui permettent aux alliés de l'Iran, comme la Russie, de fournir des munitions supplémentaires à l'avenir. Les États-Unis devraient complètement anéantir les capacités militaires d'un pays de plus de 90 millions d'habitants, un régime profondément enraciné, qui se prépare à un conflit de ce genre depuis plusieurs décennies. Les États-Unis ont été dominants dans leur guerre contre l'Iran, détruisant des milliers de cibles. Mais il y a une énorme différence entre endommager une grande partie de l'armée d'un pays et anéantir complètement toute sa capacité à se défendre. Même pour l'armée la plus puissante du monde, une mission comme celle-ci exige un effort surhumain. Ce ne serait pas une opération de 4 semaines, cela ne prendrait pas seulement quelques mois. Cela prendrait des années de combats soutenus et brutaux et des sommes d'argent inimaginables. Pendant tout ce temps, l'économie mondiale en souffrirait gravement. Les prix du pétrole grimperaient violemment, déclenchant une inflation généralisée sur de nombreux marchés. Les gens ordinaires seraient obligés de payer des sommes exorbitantes pour tout, de l'essence pour leurs voitures, à leurs factures d'électricité, de gaz ou d'eau, leurs courses et les biens de première nécessité. Une opération d'une telle ampleur et d'une telle gravité implique que des vies américaines soient mises en danger jour après jour. Certaines ont déjà été perdues, d'autres suivraient inévitablement.
Même si les États-Unis et Israël parvenaient à éliminer un grand nombre de soldats iraniens et de cibles militaires, des pertes américaines relativement faibles seraient déjà trop lourdes à supporter pour une grande partie de la population et les politiciens élus pour les représenter. Cela conduit directement à une montée de la contestation intérieure et à de graves perturbations politiques sur le sol américain. Cela fracture les relations des États-Unis avec leurs alliés en Europe et ailleurs. Ces actions militaires désespérées continueraient de maintenir le détroit sous un énorme étau. Elle aggrave la crise mondiale chaque jour qui passe, touchant des nations, des continents et des milliards de personnes innocentes. C'est le paradoxe terrifiant du détroit d'Ormuz. Plus une superpuissance essaie de le contrôler avec force, moins il devient réellement stable. Dans cette partie du monde, la véritable stabilité ne repose pas sur une domination militaire totale, elle repose sur la retenue. Il s'agit de dissuasion. Il s'agit de maintenir un équilibre remarquablement délicat dans un endroit très petit, fragile, mais extraordinairement important. Un endroit qui, par sa nature même, ne pourra jamais être totalement contrôlé. Ce qui soulève une toute nouvelle question. Si la plus grande armée du monde ne sécurise pas ce petit passage maritime, pourquoi les compagnies maritimes ne le contournent-elles pas? La réponse est un cauchemar géographique et économique catastrophique. Vous pouvez voir pourquoi on ne peut pas simplement contourner le détroit d'Ormuz en cliquant sur la vidéo à l'écran.